Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Je souris parce que j'ai dit on va parler des pirates. Et je veux pas que quoi que quelqu'un me dise on va faire allusion à des hommes politiques. Ça n'a rien à voir. On va parler des pirates et c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Benoît Forestier, bonsoir Jomo Ariste. On va juste montrer le livre déjà de Jomo Ariste, qu'on a montré, Indice Trésor des Pirates, qui est sorti il y a quelques temps. Déjà. Oui, quelques mois. Quand on dit on va parler des pirates, souvent, j'ai aimé cette allusion, quand on dit on parle des pirates, tiens, on va parler des hommes politiques. Ça me fait sourire à chaque fois quand je dis ça. Non, là on va vraiment parler des pirates. Et je le dis parce que je le crois vraiment, c'est dommage que les Réunionnais, que la Réunion ait ignoré autant l'histoire de la piraterie qui s'est passée dans les eaux, dans l'océan Indien. Alors oui, parce que d'abord c'est historique, et ensuite c'est la genèse aussi du peuplement réunionnais. Alors bien sûr, il y a eu les colons, il y a eu malheureusement aussi les esclaves qui ont été importés ensuite d'Afrique, différentes régions d'Afrique, mais les pirates, vers 1700, ont contribué quand même fortement au peuplement de la Réunion, puisque grâce à l'amnistie du roi de France, certains pirates ont pu faire acte de contrition et redevenir des hommes honnêtes, et ils ont peuplé en tant que nouveaux colons les terres réunionnaises, et il y avait plus de pirates repentis en 1700, il y avait 70 pirates repentis en 1700 sur l'île de la Réunion, que de colons qui n'étaient que 40. Et il y a quelque chose aussi que je voulais dire, et je pense que que ce soit Benoît Forestier ou Jomo Ariste, vous le savez. Je veux dire que quand on regarde l'histoire de la piraterie et l'histoire de la Réunion, comment l'histoire du peuplement, comme vient de dire Benoît Forestier, et comment l'histoire de la Réunion est vraiment étroitement liée à l'histoire de la piraterie. Et ça, c'est un regret que j'ai, c'est que on nous l'a pas renseigné, si on va pas le chercher, on ne le sait pas. Et aujourd'hui, et je vous pose la question à vous deux, messieurs, qu'est-ce qu'on doit faire pour que on puisse, j'allais dire, restituer aux Réunionnais cette histoire c'est leur histoire, quoi, aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a un manquement dans l'enseignement, ouais. Il y a un manquement dans les rituels historiques ou même du patrimoine, il y a un manquement ou même au niveau culturel, il n'y a pas de musée de la piraterie ou de la marine, et donc ces manquements creusent ces lacunes. Et en plus, on nous donne des éléments parfois qui ne sont pas véridiques, comme la tombe de la Buse dans le cimetière marin de Saint-Paul. Alors la problématique de la piraterie à la Réunion, c'est que culturellement, on sait qu'elle a existé. C'est-à-dire que c'est admis par tout le monde, de l'historien reconnu à une personne lambda. Le problème, c'est que c'est souvent l'imaginaire et la légende qui prend le pas sur l'histoire. Et il faut mettre un petit peu la légende et l'imaginaire de côté, parce que l'histoire est aussi fantastique que la légende et l'imaginaire. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de termes de piraterie dans la langue créole. Il y a beaucoup de Réunionnais qui sont des descendants des pirates sans le savoir, avec leur nom. Même si parfois dans les familles, après, il y a eu des mélanges. Mais il y a beaucoup, je dirais, il y a à peu près 40 ou 30-40% de Réunionnais de toutes les ethnies qui sont représentées ici sur la Réunion, qui sont des descendants de pirates. Alors, la piraterie est présente, mais cachée. Et en fait, comme disait Jomo Ariste à l'instant, c'est qu'il n'y a pas eu une culture de la découverte de la piraterie, de l'océan Indien en général, et à la Réunion en particulier, parce que la Réunion en particulier était une base importante de la piraterie. Oui, ne serait-ce que... Allez-y, Jomo Ariste. Juste pour rappeler, une tombe qui n'est pas le sien, je l'ai dit, on appelle ça un cénotaphe. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça, la tombe de la Buse, c'est un cénotaphe. En fin de compte, c'est un leurre, quoi, historique. Et ensuite, on va dire également que dans tout créole, il y a un marin ou un pirate ou un corsaire ou un esclave qui sommeille. Et j'ai toujours aimé ça parce que rien que le terme, à chaque fois que je pense à ça, le terme soukali. Oui, souké. Souké. Et je me suis toujours demandé comment on a pu construire ce mot à partir d'un mot qui a existé et d'une histoire qui a évolué, souk. Alors que pour souker, c'est ramer, quoi. C'est ramer.
il y a un autre terme, c'est que nous, c'est, Benoît le connaît, c'est organo. C'est un instrument de marine. Et nous, en créole, il est devenu argano. Oui, argano. Oui. Donc, il y a toujours ces termes marins, des termes d'ailleurs, qui enrichissent notre langue. Et là, est-ce que ça serait pas, il serait temps peut-être que une structure se mette en place pour qu'on essaye de recueillir un maximum d'informations, de la traiter et voir comment on peut. Quand on regarde les jeunes, comment ils sont férus du pirate des Caraïbes, et nous, on a aimé tous les corsaires qu'on a vus, tous les films corsaires qu'on a vus, tous les bons films de corsaires comme Les Révoltés du Bounty avec Marlon Brando. Il y a un public qui est féru de ça, mais aujourd'hui à La Réunion, il n'y a pas une structure capable de transmettre ces informations. Alors en effet, la problématique de La Réunion, c'est qu'on est une île, mais on n'a pas, comme disait Jo Maurice, un musée de la marine. Et on n'a pas non plus un musée de la piraterie. Parce qu'on ne s'est pas donné les moyens dans le passé de faire d'abord émerger cette histoire de la piraterie qui est très riche. Il y a des sites ici à La Réunion qui sont très importants. On a des histoires véridiques, avérées, qui sont là aussi. Et on n'a pas, il n'y a pas eu cette volonté de la part peut-être des historiens, des archéologues et des politiques de mettre en place un support qui permettent l'éducation de cette histoire de la piraterie dans l'océan Indien et particulièrement à La Réunion. On aurait la possibilité de le faire parce qu'on a des sites, on connaît des sites. Moi, par exemple, sur le dépôt que j'ai trouvé, je souhaiterais que les artefacts de ce dépôt soient mis dans un musée de façon à justement permettre à toutes les générations de Réunionnais de pouvoir visiter, aussi aux touristes, parce qu'il faut savoir, comme tu le disais très justement, que cette histoire de ces marins hors du commun, qui prenaient des risques énormes, qui n'avaient pas forcément une vie, je dirais, moralement respectable, mais qui avaient choisi cette vie-là pour la plupart, ou même parfois des esclaves marrons qui s'étaient échappés des plantations et qui rejoignaient la piraterie pour pouvoir être des hommes libres. Il faut avoir cette éducation parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie aussi du peuplement réunionnais. Ce sont des racines réunionnaises, ce sont des ancêtres réunionnais et ils sont respectables à ce titre comme n'importe quel autre ancêtre sur la Réunion. Et puis, il y a un élément qui me surprend un petit peu, c'est de découvrir qu'il y a beaucoup de bateaux qui ont coulé au large de la Réunion. Et c'est seulement maintenant qu'on entend un bateau qui a quitté Bois-Rouge avec du sucre qui va vraiment couler pas trop loin après, quoi. C'est impressionnant de voir le nombre de navires qu'il y a au fond de l'océan Indien, quoi. Alors maintenant, il y a différentes associations, comme par exemple les gens de la mer, qui font des recherches archéologiques sous-marines ou parfois terrestres sur les bords de mer, pour répertorier justement toutes ces épaves. Donc ils font un très bon travail, ils donnent des rapports souvent que l'on peut voir sur différents supports, mais il faut encore enrichir cette connaissance, il faut la développer, et il faudrait justement un support à terre, comme un musée par exemple, pour permettre aux gens d'aller vers cette connaissance, vers cette histoire. Et il n'y a pas besoin de la légende, l'histoire en elle-même est aussi intéressante que les légendes qu'on peut inventer ou imaginer. Effectivement, les gens de la mer ont fait une petite carte postale avec ce qu'ils disent. Il y a une cinquantaine d'épaves autour de la Réunion. Mais notre souci, déjà, si on parle d'épaves pour aller les récupérer, il y en a deux. Il y en a un dans les Antilles, là, ils en ont pris un. Et il y en a un à Maurice, juste derrière le lagon. Le Speaker, datant de 1702, là, de Bowen, depuis, il n'arrive pas à récupérer les artefacts et autres, parce que c'est un coin très houleux, très difficile d'accès. À La Réunion, notre plateforme sous-marin, je crois qu'il descend très vite, et donc il y a des difficultés pour aller récupérer ces artefacts ou ces épaves. Pourquoi je disais ça aussi? Parce qu'il y a un capitaine, je crois qu'il s'appelle Kergadiou, de Saint-Charles. Le bateau s'appelait le Saint-Charles. C'est lui qui avait amené Louis Payen à La Réunion. Et il est revenu le voir après, je crois, quelques temps après. 3 ans après, je crois. Ouais. Oui. Et je trouve ça magnifique. Je veux dire que voilà, il y a un marin, un capitaine, qui
qui a vraiment une conduite magnifique, quoi. Il vient voir si Louis Alors Payen... en fait, l'histoire, c'est que il y avait Louis Payen et un deuxième métropolitain. Alors oui, alors eux, c'était plutôt des mutins. Hein, ils avaient été punis. Ah non, non, c'est pas eux. Louis Payen a demandé à venir à La Réunion parce que ça commençait à chauffer à Fort-Dauphin. Les mutins dont on parle, ils sont venus bien avant. Ils ont été mutés par Flacourt, je crois, qui était à ce moment-là gouverneur à Madagascar, qui a les envoyés ici. Il y en avait 12, je crois. C'est ça. Il y avait deux Français et 10 Malgaches. Non, ça c'est le début. Ça c'est le début. En 1063, c'est le début du peuplement de La Réunion. Et là, effectivement, il y a 7 hommes malgaches, 3 femmes malgaches et 2... Louis Payen et un autre Français. Et la dame malgache qu'on appelle, qui a soi-disant la grand-mère des Réunionnais, on l'a baptisée Anne Mousse. Alors je me pose la question, est-ce que c'était son véritable nom? Non, si. C'est son nom malgache, j'aurais bien voulu la maman l'entendre. s'appelait Marie-Caz, Marie-Caz, et le père s'appelait Mousse. Il s'appelait effectivement Mousse. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Anne Mousse. D'accord, mais donc c'était pas les premiers malgaches qui étaient... Non, c'est les premiers malgaches. D'accord. Parmi les 7, il y a le père, et parmi les 3 femmes, il y a la maman. D'accord. Et il y a la sœur d'ailleurs, il y a une des tantes qui est avec, et c'est pour ça qu'ils se marient. Parce que j'ai lu ça il y a pas longtemps, les 2 blancs vont aller à côté de l'étang de Saint-Paul, et ils vont surveiller comment vivent les malgaches. Parce qu'ils se battent pour les femmes. Bien sûr. Et c'est pour ça que ça a mal commencé, malheureusement pour eux. Oui, donc maintenant, bon, c'est pas trop en rapport avec la piraterie non plus, mais sachant que la piraterie avait déjà commencé dans l'océan Indien à ce moment-là, puisqu'on avait déjà un dépôt qui était apparemment dans le sud, par Pablo Vasquez, hein, qui aurait déjà déposé quelque chose aux alentours de 1660-1670. Voilà, on a des recueils par rapport à ça. Donc c'est vrai que la Réunion, qui était une île non habitée au départ, hein, donc suite à ces premiers mutins qui avaient été amenés à la Réunion, ensuite on a vu qu'ils avaient survécu, donc on a vu que c'était viable, et donc à partir de là, la colonie s'est installée à la demande du roi de juste France. avant, je crois, il y a eu d'abord 12 mutins qui ont été envoyés, qui ont été exilés. Après, il y a eu 14, parce que les Français se faisaient la guerre, et que... C'était un problème de pouvoir. On contestait le pouvoir du gouverneur en place, et le gouverneur, quand il les chopait, il les envoyait ici sur l'île, quoi. Donc c'est vraiment une punition à l'époque. Sauf que apparemment, ils ont bien survécu. Voilà. Oui, ça c'est une version des faits. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait pour métier kinésithérapeute. Il croyait dur comme fer de la civilisation pré-Mascarenhas. Oui, alors il y a eu ça aussi. Il y croyait, mais dur comme fer, on ne pouvait pas le démordre. Il y en a qui le croient. Il y en a qui croient qu'il y avait des gens sur cette île avant l'arrivée de Payen. Avant l'arrivée de Payen. Non, mais même avant les Arabes, avant les Portugais. Mais les Arabes, c'est au IVe siècle. Oui, c'est pour ça que ils ont commencé au IVe siècle. Et c'est pour ça que là, on parle déjà du 15e, 16e, alors que c'est fort possible. Avant tout ça, il y a eu peut-être des brides. Ou autre chose. Et Pedro Mascarenhas, c'était en 1545. Là, c'est portugais. Là. Il y a Pedro de Mascarenhas, il y a les Mascarenhas, il y a encore, l'île de Danjuan, on l'appelait Joana, en portugais. D'accord. Et puis, il y a eu les Suarez et toute la clique qu'on connaît à Madagascar. Mais avant, il y a eu toute une influence portugaise, arabe, et peut-être autre chose, mais qu'on n'a pas de trace, qu'on n'a pas d'artefacts ou de... Et c'est là aussi. Et le problème, c'est que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui cherchent dans l'histoire, le patrimoine, la culture. Mais chacun le garde pour... beaucoup sont vraiment jaloux de ce qu'ils trouvent et ils gardent pour eux. Et c'est ça qui est gênant. Ouais. Alors, on a un service à La Réunion qui est le service archéologique de la DACOI, Direction des Affaires Culturelles. Donc, eux, ils sont pleinement mandatés par l'État pour pouvoir faire ces recherches et puis les mettre au grand jour et les exposer à la population réunionnaise et aux touristes qui voudraient. Maintenant, est-ce que eux, dans leur mission, c'est leur mission d'aller rechercher cette histoire précoloniale française
par rapport à ce qui s'est passé avant, je ne sais pas. On est beaucoup maintenant en termes de politique archéologique en France dans l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait une découverte fortuite pour éventuellement faire une recherche sur le site qui a été découvert fortuitement suite à des travaux, par exemple routiers ou d'immeubles, pendant un mois ou un mois et demi, et puis après, voilà, on a une espèce de conclusion. Mais je ne sais pas s'ils sont mandatés pour faire ces recherches dans l'histoire réunionnaise. C'est dommage d'ailleurs, parce que ce serait intéressant que des archéologues professionnels s'occupent de ça. Et puis, il y a une chose aussi qu'on peut regretter, c'est que tout a tourné, à l'époque de Bibic, a tourné autour du trésor. Oui. Le fameux Zarlor réunionnais aujourd'hui, ces jarres d'or, ces jarres remplies de pièces d'or, dont tout le monde a fini par fantasmer, je pense, à un moment donné, c'était que du fantasme. Mais c'est dommage que l'histoire de la piraterie s'est limitée à un moment donné à ça. Bibic devait trouver un trésor, alors que la piraterie, c'est pas. Mais il n'y a pas eu que des pirates dans l'océan Indien, il y a eu aussi les corsaires, même à l'île Bourbon et à l'île de France, qui ont été armés par les gouverneurs et autres. Je vais poser une question d'école. Quelle est la différence entre un pirate et un corsaire? C'est la lettre de change. La lettre de change. C'est-à-dire qu'en fait, un pirate, c'est quelqu'un qui travaille pour son propre compte. Donc, il va aborder des vaisseaux, les piller, et puis garder et partager tout ce qu'il a pillé entre l'équipage. Alors, il y avait un code. Un membre d'équipage avait une part, le capitaine avait 2 parts. Il y avait sa part à lui plus la part du bateau, parce qu'en général, le bateau lui appartenait. Par contre, lorsque le pirate avait une lettre de change du roi de France, c'est-à-dire qu'il avait un papier écrit disant que, en temps de guerre, par exemple, si la France était en guerre contre les Espagnols, dans l'océan Indien, les pirates qui avaient une lettre de change du roi de France étaient plus considérés comme des pirates, mais comme des corsaires. Donc, ça voulait dire qu'ils pouvaient donc arraisonner des bateaux ennemis, les piller, mais à ce moment-là, le partage ne faisait plus entre les marins et le capitaine, mais entre le roi de France, qui avait plus de la moitié du butin, et les restes de pirates. Et l'avantage surtout, c'est que lorsqu'on était corsaire, si on était pris par l'ennemi, on n'était pas pendu, on était considéré comme prisonnier de guerre. Oui. C'était la théorie. En général, ils étaient protégés justement par la lettre de marque voilà, que le roi de France leur faisait. À partir du moment où le roi de France, parce que les lettres de marque étaient limitées dans le temps par rapport au conflit, à partir du moment où le corsaire n'avait plus de lettres de marque de la part du roi de France, il pouvait redevenir pirate. Donc en fait, c'était une veste qu'on pouvait mettre ou enlever suivant si on avait le document ou pas. Pour les nommer, on va parler de Najon de l'Étang, on va parler de Surcouf. Et il y en a un des plus connus qui est anglais, c'est Francis Drake, qui a enrichi la couronne d'Angleterre. Et en France, il y avait Jean Bart, qui est très bien connu, qui a battu les Anglais de nombreuses fois, qui leur a fait beaucoup de mal. Donc lui, il n'était que corsaire, parce qu'il ne voulait pas travailler comme pirate, donc il a été que corsaire, mais c'était un corsaire célèbre, le célèbre Jean Bart. Donc voilà. Alors c'est vrai que Surcouf a essaimé l'océan Indien, il a été très connu. Bernard Najon de l'Étang, lui, a été corsaire, et un petit peu pirate aussi, parce qu'il était vraiment à la limite, à un moment donné, il est devenu un peu pirate, il a travaillé un peu pour son compte quand même, bien que sa carrière ait été très courte, mais voilà, il fallait avoir la lettre de change, et donc dans les documents du capitaine du vaisseau, il avait ce document. Effectivement, et en plus, il y a toujours des descendants de Najon de l'Étang qui sont établis aux Seychelles, et à Maurice, et il y a un descendant de Surcouf, qui est chercheur d'épave à Maurice, toujours existant. D'accord. Et c'était pourquoi le bateau a une place importante aussi? C'est parce que tous ceux qui sont arrivés à La Réunion sont venus par bateau. Et d'ailleurs, le 15 septembre, lorsqu'on rend hommage aux gens qui sont venus, on rend hommage aux gens qui sont venus par la mer, donc par bateau. C'est pour ça que c'est dommage que ça se passe, ça existe. Quand ils vont au Lazaret rendre hommage aux esclaves, aux engagés, à tous ceux qui sont arrivés par bateau, les autres aussi, tous ceux qui sont arrivés par bateau, moi je trouve ça magnifique parce que c'est une réalité. Souvent à l'époque, on pouvait venir que par bateau. Ah ben oui, c'était le seul moyen de venir. À la nage peut-être, mais c'était difficile. Souvent, j'ai un peu l'imagination un peu fertile. Ils peuvent très bien venir par pirogue ou par d'autres moyens sans avoir les moyens. D'accord. Parce que les pirogues existaient bien en ce temps-là. Donc, ils sont arrivés par la mer. Par la mer, voilà, on va dire par la mer, parce que dans les
en Tahiti et tout, les gens, ils savaient naviguer à pirogue. Les Vikings, c'était pas des bateaux, des gros bateaux, hein, c'était des dracars, mais qui étaient solides quand même. Oui, mais à Tahiti, je veux dire, ces gens-là étaient un peuple qui a grandi avec la mer. Oui. Le peuple, malheureusement, le peuple réunionnais n'a pas eu cette... N'a pas. Alors, le peuple tahitien est arrivé d'Indonésie par la mer. Hein. Ouais. Ils sont arrivés par la dérive même, par la dérive dans l'océan Pacifique. Et les Indonésiens qui sont partis à Madagascar, pareil, ont amené aussi... C'est pour ça qu'effectivement, là, on ne sait plus trop où on est là. Hein. Ouais. Pirogue, bateau, là, ça commence à aller très loin. Là. En tout cas, ils sont arrivés par la mer. Ça, par la mer, ça c'est sûr, hein. Oui. En tout cas, ça nous offre beaucoup de sujets, surtout de sujets pour la rentrée. Tout à fait. On va le préparer. Oui. Et puis on va essayer, nous, à notre niveau, de voir comment on peut apporter ces éléments-là et raconter aussi, parce que c'est aussi dans notre histoire à nous, l'histoire de la Réunion, cette part malheureusement, qu'on nous a pas transmis, qu'on nous a pas... On n'a pas cherché à faire savoir. Oui. En tout cas, merci à vous deux. Avec plaisir, parce merci. Que c'est vraiment quelque chose de vraiment magnifique de découvrir à un certain âge que tout est relatif, on va dire. Qu'on a une histoire et que cette histoire aussi concerne la mer. Alors, dans la généalogie des Réunionnais, il y en a beaucoup qui peuvent retrouver des traces de leurs ancêtres qui pouvaient être soit des marins, alors des marins de la marine marchande, hein, mais aussi des marins qui pouvaient être soit descendants de corsaires, ou pirates, donc il y en a qui en retrouvent. Et quand on parle de généalogie, il y a des noms de Réunionnais qu'on découvre au Canada, aux États-Unis, en Europe. Ça montre bien que... Ce sont des noms de vieux français. Voilà, ça montre bien que ce peuple français a beaucoup voyagé et que lorsqu'on parle des pirates, et c'est vrai que lorsqu'on parle des Bretons, ça a une autre... Il n'y a pas que les Bretons, il y a les Basques aussi. Ah, d'accord. Beaucoup. Par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon a été colonisé par quasiment que des Basques. Et la plupart des familles à Saint-Pierre-et-Miquelon ont des noms basques comme Etchegaray ou autres. Hein, donc, sans vouloir être offensant, ils sentaient la morue. Ils ont été les grands pourvoyeurs de morue en France. Voilà, donc en effet... Merci, messieurs, merci. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve bientôt. Bien sûr. Et on essaiera de continuer un petit peu là-dessus. Merci donc, Jomo Harris. Merci, Benoît Forestier. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça va vous passionner. Merci, Hélène. Merci, François. Je vous dis à bientôt.